Sans famille, deuxième partie, chapitre 13, la famille Driscoll. Le clerc qui devait me conduire chez mes parents était un vieux petit bonhomme ratatiné, parcheminé, ridé, vêtu d'un habit noir râpé et lustré, cravaté de blanc. Lorsque nous fûmes dehors, il se frotta les mains frénétiquement en faisant craquer les articulations de ses doigts et de ses poignets, secoua ses jambes comme s'il voulait envoyer au loin ses bottes éculées, et levant le nez en l'air, il aspira fortement le brouillard à plusieurs reprises avec la béatitude d'un homme qui a été enfermé. « Il trouve que ça sent bon », me dit Mattia en italien. Le vieux bonhomme nous regarda et sans nous parler, il nous fit « psst, psst », comme s'il s'était adressé à des chiens, ce qu'il voulait dire que nous devions marcher sur ses talons et ne pas le perdre. Nous voilà dans une rue fangeuse, au milieu du brouillard. Une boutique est brillamment illuminée et le gaz reflété par des glaces, par des dorures et par des bouteilles taillées à facettes se répand dans la rue où il perce le brouillard jusqu'au ruisseau. C'est une taverne, ou mieux ce que les Anglais nomment Engine Palace, un palais dans lequel on vend de l'eau-de-vie de Genièvre et aussi des eaux-de-vie de toutes sortes, qui, les unes comme les autres, ont pour même origine l'alcool de grain ou de betterave. « Psst, psst » fait notre guide. « Où allons-nous » Je commence à être inquiet, et de temps en temps, Mattia me regarde. Cependant, il ne m'interroge pas. Notre guide ne tarde pas à s'arrêter. Assurément, il est perdu. Mais à ce moment, vient à nous un homme vêtu d'une longue redingote bleue et coiffé d'un chapeau garni de cuir verni. Autour de son poignet est passé un galon noir et blanc, un étui suspendu à sa ceinture. C'est un homme de police, un policeman. Une conversation s'engage, et bientôt nous nous remettons en route, précédés du policeman. Nous traversons des ruelles, des cours, des rues tortueuses. Il me semble que çà et là des maisons sont effondrées. Enfin, nous nous arrêtons dans une cour dont le milieu est occupé par une petite mare. « Red Lion Court », dit le policeman. Ces mots que j'ai entendus prononcer plusieurs fois déjà signifient « cour du lion rouge », m'a dit Mattia. Pourquoi nous arrêtons-nous? Il est impossible que nous soyons à Bethnal Green. Est-ce que c'est dans cette cour que demeurent mes parents? Mais alors... Je n'ai pas le temps d'examiner ces questions qui passent devant mon esprit inquiet. Le policeman a frappé à la porte une sorte de hangar en planche et notre guide le remercie. Nous sommes donc arrivés. Mattia, qui ne m'a pas lâché la main, me la serre et je serre la sienne. Nous nous sommes compris. L'angoisse qui étreint mon cœur étreint le sien aussi. J'étais tellement troublée que je ne sais trop comment la porte à laquelle le policeman avait frappé nous fut ouverte. Mais, à partir du moment où nous fûmes entrés dans une vaste pièce qu'éclairaient une lampe et un feu de charbon de terre brûlant dans une grille, mes souvenirs me reviennent. Devant ce feu, dans un fauteuil en paille qui avait la forme d'une niche de saint, se tenait, immobile comme une statue, un vieillard à barbe blanche, la tête couverte d'un bonnet noir. En face l'un de l'autre, mais séparés par une table, étaient assis un homme et une femme. L'homme avait 40 ans environ. Il était vêtu d'un costume de velours gris. Sa physionomie était intelligente, mais dure. La femme, plus jeune, de 5 ou 6 ans, avait des cheveux blonds qui pendaient sur un châle à carreaux blancs et noirs croisés autour de sa poitrine. Ses yeux n'avaient pas de regard, et l'indifférence ou l'apathie était empreinte sur son visage, qui avait dû être beau, comme dans ses gestes indolents. Dans la pièce se trouvaient 4 enfants, 2 garçons et 2 filles, tous blonds, d'un blond de lin comme leur mère. L'aîné des garçons paraissait être âgé de 11 ou 12 ans. La plus jeune des petites filles avait 3 ans à peine. Elle marchait en se traînant à terre. Tous les yeux s'étaient tournés vers Mattia et vers moi, même ceux du vieillard immobile. Seule la petite fille prêtait attention à Capi. « Lequel de vous deux est Rémi ?» demanda en français l'homme au costume de velours gris. Je m'avançai d'un pas. « Moi, dis-je.
Alors embrasse ton père, mon garçon. » Quand j'avais pensé à ce moment, je m'étais imaginé que j'éprouverais un élan qui me pousserait dans les bras de mon père. Je ne trouvais pas cet élan en moi. Cependant, je m'avançai et j'embrassai mon père. « Maintenant, me dit-il, voilà ton grand-père, ta mère, tes frères et tes sœurs.